Une série de meurtres se produit dans une résidence universitaire. Le seul indice serait une marque de morsure sauvage sur l'une des victimes. Suffira-t-elle à inculper le tueur en série le plus notoire de tous les temps? La police se met à la recherche d'un tueur sadique dans une ville touristique canadienne. Les victimes s'accumulent, mais aucun indice ne subsiste. Pourra-t-on arrêter ce monstre avant qu'il ne récidive? Quelqu'un s'attaque à des automobilistes sur une autoroute de Floride. La taille et l'aspect de l'empreinte d'une main ensanglantée semblent suggérer qu'il s'agit d'une femme. Mais qui est cette femme? Comment des personnes normales peuvent-elles devenir de telles machines à tuer? Des spécialistes tentent de briser ce cycle mortel, tandis que des psychologues cherchent à comprendre les compulsions meurtrières des tueurs en série. Par une nuit de février 1978, à Pensacola, en Floride, l'agent de police David Lee aperçut une Volkswagen orange quitter le parking d'un restaurant fermé. Il décida d'en vérifier les plaques d'immatriculation et découvrit que la voiture était volée. L'homme tenta de prendre la fuite, mais après une poursuite et une courte lutte, il fut arrêté. Le policier retrouva des cartes de crédit volées ainsi que des fausses cartes d'identité dans la voiture. Il emmena l'homme au poste pour le questionner. Le suspect présenta une carte d'étudiant, mais la police découvrit que celle-ci était également fausse. Après 2 jours d'emprisonnement, l'homme décida enfin de dévoiler son identité. Il s'appelait Theodore Robert Bundy. Les officiers du poste de Pensacola ignoraient tout du passé de Bundy jusqu'à ce qu'ils découvrent que son nom venait d'être ajouté à la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. On le soupçonnait d'avoir tué plus d'une quarantaine de jeunes femmes dans au moins 4 États de l'Ouest des États-Unis en 16 ans. Cette banale arrestation en Floride marquait le début de la fin du tueur en série le plus notoire de l'histoire des États-Unis. La science légiste parviendrait enfin à prouver sa culpabilité et l'étude de ces meurtres allait ouvrir un tout nouveau champ de recherche, celui de la psychologie légiste. Cette science a pour but d'expliquer comment se créent les tueurs en série et de quelle façon ils peuvent être capturés. C'est William Hagmaier de l'Université des sciences comportementales du FBI à Quantico, en Virginie, qui était chargé d'interroger Bundy en prison. Il est probablement la machine à tuer la plus efficace que nous ayons étudiée. Il avait une habilité à exprimer les raisons du choix de ses victimes et savait également pourquoi il avait laissé vivre certaines autres personnes. Il est devenu en quelque sorte le standard auquel on mesure les autres tueurs en série. Les meurtres de Bundy étaient si monstrueux qu'ils défiaient toute tentative d'élucidation traditionnelle. Ce n'est qu'après son arrestation qu'on commença à rassembler les pièces du puzzle. Bundy ignorait qu'il commettait le dernier de ses crimes en Floride. Il y était arrivé le 7 janvier 1978, après s'être échappé d'une prison du Colorado où il attendait de comparaître pour meurtre. Il roula jusqu'à Tallahassee et emménagea dans une pension appelée The Oaks, près de l'Université d'État de Floride. Aujourd'hui, elle a été convertie en résidence universitaire. Bundy ne tuait pas au hasard. Il était méthodique et choisissait toujours de jeunes étudiantes aux cheveux longs et foncés, séparées au milieu par une raie. Sa proximité du campus lui était fort utile. Une semaine ne s'était même pas écoulée depuis son arrivée qu'il poursuivait déjà son carnage. À la résidence Chi Omega, la jeune Nita Neary rentra à 3 heures du matin le 15 janvier 1978. La serrure de la porte arrière était défectueuse depuis des semaines. Alors qu'elle pénétrait dans la maison, elle entendit un vacarme à l'étage supérieur et quelqu'un qui courait.
Elle s'arrêta net lorsqu'elle aperçut un homme dévaler les escaliers et disparaître dans la nuit. Elle était certaine que quelque chose de grave venait de se produire. À 3h15 du matin, la police du campus reçut un appel à l'aide désespéré et confus provenant de la résidence universitaire. Bill Taylor fut l'un des premiers officiers à arriver sur la scène du crime. Nous venions de mettre fin à une dispute entre les occupants de 2 résidences lorsque nous avons reçu un appel nous annonçant que 2 jeunes filles s'étaient retrouvées dans une bagarre à la Chi Omega au 661 de la rue Jefferson. La police du campus crut qu'il s'agissait d'un autre simple appel de routine. Mais rien ne les préparait à ce qu'ils allaient découvrir. La directrice déclara aux officiers que 2 jeunes femmes avaient été attaquées. Après avoir avisé les ambulanciers, les officiers fouillèrent la maison. Un des hommes découvrit le corps de Margaret Bowman dans son lit. Elle avait été assommée puis étranglée avec un bas nylon. Dans la chambre au bout du couloir se trouvait une autre jeune femme. Tout comme Margaret Bowman, Lisa Levy avait été agressée sexuellement puis battue. Dans sa fureur, le tueur l'avait mordue si violemment qu'il avait laissé des marques de dents dans sa chair. Elle mourut en route vers l'hôpital. Pendant que les ambulanciers s'occupaient de la victime, les policiers essayaient de comprendre l'événement. L'officier de police Taylor n'avait jamais rien vu d'aussi brutal. On pense à toutes sortes de choses quand on est là. Comment quelqu'un peut-il commettre de tels actes à des victimes pendant leur sommeil? Les 2 jeunes femmes n'avaient même pas vu leur assaillant. Quant à Nita Neary, elle avait échappé à la mort de près. Elle fit la description du meurtrier. Il était de taille moyenne, portait une veste bleu marin et un bonnet de laine et tenait une matraque. La description était sommaire et ne fut pas d'un grand secours. Le tueur n'avait laissé aucun indice derrière lui, pas même une empreinte digitale. À l'Université d'État de la Floride, presque tous les hommes devinrent des suspects. Les jeunes femmes vivaient dans la terreur. Nous savions que nous cherchions un homme blanc qui mesurait 1,70 m à 1,80 m. Nous savions qu'il portait une veste de couleur foncée et une casquette bleu marine. Nous surveillions quiconque marchait dans la rue. Est-ce que cela correspondait? Où pouvait-il être maintenant? Était-il en train de s'attaquer à quelqu'un d'autre? Grâce à la fameuse liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, le passé rattrapait enfin Bundy. La police de Floride était persuadée qu'il était l'auteur des meurtres de la résidence Chi Omega, mais elle devait en faire la preuve. Le seul indice découvert à la Chi Omega était la marque de dents sur le corps de Lisa Levy. Les enquêteurs espéraient qu'elle serait suffisante pour prouver son crime. L'analyse de cette morsure fut confiée à l'odontologiste Richard Souviron. Lorsque Bundy a été arrêté, la marque de dents n'était pas une priorité. Mais cela a changé lorsque les détectives n'ont pu trouver mieux, comme du sang, des empreintes digitales, des cheveux ou des fibres. Ils ont donc décidé d'exploiter cette voie. C'était la première fois que la Cour de Floride se faisait présenter un élément de preuve de cette nature. Les enquêteurs n'avaient tout simplement pas d'autre alternative. Heureusement, la morsure avait laissé une marque très nette. Souviron remarqua que les dents du tueur étaient particulières. Elles étaient crochues et ébréchées à plusieurs endroits et placées d'une façon inhabituelle. Il devait prendre l'empreinte des dents de Bundy pour les comparer, mais avant, il lui faudrait obtenir un mandat, avec pour seul argument la ressemblance des dents de Bundy à celles du tueur. Une photo de Bundy qui mettait ses dents en évidence suffit à convaincre un juge de signer le dit mandat. Souviron pouvait donc procéder à l'empreinte des dents de Bundy.
À partir de ces empreintes, il fit un moulage. La particularité des dents de Bundy était maintenant évidente. Sa dentition était unique. Je n'ai jamais vu des dents comme ça, et je crois que personne d'autre que lui n'a de telles dents. Celle du bas, surtout, était caractérisée par des marques d'usure peu communes, en plus d'être placées bizarrement, et les dents du haut étaient ébréchées. À l'aide de superposition d'acétate de la morsure sur le corps de Lisa Levy, Sovereign put affirmer avec certitude que seules les dents de Ted Bundy avaient pu laisser ces marques sur son corps. Sur la base de cette preuve, le grand jury de Floride inculpa Bundy le 27 juillet 1978 des 2 meurtres de la Chi Omega. Son inculpation fut annoncée à la télévision. Theodore Robert Bundy, you are charged, indictment, 2 counts burglary and 2 counts murder in the first degree, 3 counts attempted murder in the first degree. My chance to talk to the press. Contrary to section 78204 Florida statute. I'll plead not guilty right now. And your grand jury... Bundy voulait toujours être maître de la situation et aimait attirer l'attention. Il transforma son procès en cirque médiatique. Agissant comme son propre avocat, Bundy proclamait son innocence avec conviction. Il fut toutefois inculpé pour les meurtres de la Chi Omega et celui de la jeune Kimberly Leach. Bundy fut condamné à mort, mais commença à négocier la remise de son exécution en livrant des renseignements. Il avoua être l'auteur d'une série de meurtres sur la côte ouest des États-Unis et donna même certains détails quant à la façon dont il les avait commis. Il dressait ainsi le portrait de l'évolution et du déclin d'un tueur en série. Devenir tueur en série, c'est comme devenir un maniaque de tennis ou un maniaque de jogging. Dès qu'on s'arrête, on commence à ressentir cette terrible envie d'y retourner. L'envie devenait de plus en plus grande et pressait Bundy. Les enquêteurs croient que Bundy avait commencé à tuer en 1962 alors qu'il n'avait que 15 ans. Puis au début de l'année 1974, il avait assassiné 8 étudiantes dans les environs de Seattle. Le bras en écharpe ou marchant à l'aide de béquilles, Bundy se servait de son charisme pour attirer ses victimes. Il avait ainsi piégé 6 femmes en 6 mois. Ted Bundy croyait que ses victimes avaient le choix, qu'elles n'étaient pas obligées de le suivre. Et il a répété maintes fois qu'il n'était pas un homme des cavernes. Il disait « Je ne les emmenais pas de force, elles venaient à moi ». Enhardi par ses réussites, il se risqua un jour à chercher ses victimes au parc du lac Sammamish, près de Seattle, lors d'un week-end bondé de visiteurs. 2 jeunes femmes qui se trouvaient au lac ce jour-là, Janice Hutt, 23 ans, et Denise Nazloun, 18 ans, furent aperçues chacune leur tour quittant le site, en compagnie d'un handicapé, et ceci dans un intervalle de 4 heures. C'est la dernière fois qu'on les a vues vivantes. À partir des descriptions de témoins, des artistes légistes réalisèrent un portrait de ce jeune homme mince qui parlait avec un accent canadien et s'appelait Ted. Le succès de Bundy reposait sur son charme, son apparence et son éloquence. Personne ne pouvait soupçonner de telles inclinations meurtrières. L'écrivain Ann Rule, originaire de Seattle, a consacré sa carrière à étudier les tueurs et leurs victimes. En 1975, à ses tout débuts, elle fut engagée pour écrire un livre à propos du tueur de Seattle. Elle était loin de soupçonner qu'il s'agissait de quelqu'un qu'elle connaissait. Je me suis dit, mon Dieu, cela ressemble à Ted Bundy. Je savais que Ted Bundy parlait souvent avec un accent canadien. Et je savais qu'il vivait dans une pension sur la même rue que les 2 victimes. Les enquêteurs cherchaient quelqu'un qui avait un dossier criminel. Et tout ce qu'ils avaient sur le compte de Bundy était 2 citations de bravoure pour avoir secouru des citoyens. Il avait été assistant directeur du Conseil de prévention du crime de Seattle. Il avait travaillé pour le gouverneur de Washington.
Ce n'était pas le genre de gars qu'il cherchait. Ann Rule avait rencontré Bundy en 1971 alors qu'il était étudiant dans une clinique d'urgence de Seattle. J'étais volontaire civil et on nous jumelait avec un étudiant. Par un tirage au sort, on m'a assigné ce partenaire, un très gentil jeune homme qui avait alors 23 ans. Il s'appelait Theodore Bundy. J'ai donc passé 3 nuits par semaine pendant près d'1 an, enfermé seul avec Ted Bundy. Le week-end qui suivit les enlèvements, les plages du lac Sammamish étaient étrangement désertes. Dans les mois suivants, on découvrit dans les collines avoisinantes plusieurs cadavres de femmes disparues. La police de l'État de Washington intensifia les recherches du tueur. 12 femmes de la région de Seattle étaient portées disparues et on soupçonnait qu'elles avaient toutes été victimes du mystérieux Ted. Mais Bundy était assez malin pour savoir quand tirer sa révérence. Au mois de septembre 1974, il se rendit à Salt Lake City. Quelques 40 jours plus tard, 3 adolescentes disparaissaient à leur tour sans laisser de traces. Puis, le 8 novembre, Bundy repéra une jeune femme de 23 ans du nom de Carol DeRonge. Prétextant qu'il était détective, Bundy l'approcha et lui raconta qu'un voleur avait été arrêté pour avoir pris quelque chose dans sa voiture. Il lui demanda de jeter un coup d'œil pour s'assurer que rien ne manquait. Elle lui dit que tout semblait à sa place, mais Bundy répliqua qu'elle devait l'accompagner au poste de police pour identifier le voleur. Carol DeRonge était sceptique, mais suivit néanmoins Bundy. Le piège se referma sur elle dès qu'elle fut assise dans la Volkswagen. Il lui passa des menottes et menaça de la tuer sur place. Elle parvint finalement à ouvrir la porte de l'auto et prit la fuite. Selon les autorités policières, DeRonge est la seule femme à avoir échappé aux griffes de Ted Bundy. Cela ne sembla pas déranger le cours des activités de Bundy, qui continua à s'attaquer à d'autres jeunes femmes par la suite et à les tuer. Il fut finalement arrêté au Utah à cause d'une infraction au code de la route. Carol DeRonge le reconnut lors d'une séance d'identification. Il fut accusé d'enlèvement et envoyé en prison pour 15 ans. Il fut ensuite extradé au Colorado, où il fut accusé du meurtre d'une jeune femme suite à la découverte de cheveux dans sa voiture. Là, il réussit à s'échapper par un trou au plafond de sa cellule. Il s'en allait tuer à nouveau. 8 jours avant les meurtres de Latche Omega, Ted Bundy fuyait le Colorado et se dirigeait vers la Floride. Un ami lui avait prêté de l'argent pour vivre. Il avait été incarcéré pendant plus d'1 an et sa compulsion n'avait fait qu'augmenter. Ce besoin de tuer était devenu si important à cause de son incarcération qu'il fantasmait et ne pensait qu'à ça. Quand il est sorti, il n'avait plus aucun contrôle. Bundy prenait des risques et commettait des erreurs. Il n'utilisait plus le stratagème de l'aimable étranger. À la résidence Chi Omega, il attaqua avec violence et rage et laissa derrière lui l'indice qui allait mener à son arrestation. Bill Hagmaier croit que la témérité grandissante de Bundy était inévitable. Avec le temps, les tueurs en série deviennent plus audacieux et finissent tous par perdre le contrôle. La plupart des tueurs en série auxquels j'ai eu affaire, leurs crimes ont commencé par accident. Au début, c'est une agression imprévue, mais après un certain temps, ils deviennent des prédateurs. L'emprisonnement de Bundy permit une analyse des tueurs en série. Hagmaier se mit au travail pour tenter de comprendre l'origine des compulsions meurtrières de ces monstres. En participant à l'interrogatoire d'autres tueurs en série, Bundy aida les chercheurs à trouver un dénominateur commun. La réponse n'est malheureusement pas facile. Les tueurs en série sont uniques comme chacun de nous, tant par leur passé que leur comportement. Les tueurs en série proviennent d'environnements différents. D'après moi, il n'y a pas de constante dans leur développement. À l'analyse de l'histoire de Ted Bundy, on serait surpris de constater qu'il est devenu un tueur parce qu'il n'était pas différent des autres.
Il n'a pas évolué différemment des autres enfants autour de lui. L'auteur Ann Rule croit que les tueurs de la trempe de Bundy ont cela dans leur gène. Je crois que pour créer un tueur en série ou n'importe lequel sociopathe sadique, cela nécessite une prédisposition génétique à la violence, comme certaines personnes peuvent jouer du violon ou d'autres danser la claquette. Ces personnes ont une tendance à la violence. Nous ne le saurons jamais si l'enfant naît dans un environnement d'amour et de sécurité. Mais s'il y a ce terrible synchronisme entre la prédisposition génétique et un environnement abusif, le terreau sera parfait pour la croissance d'une telle personne. Vers le début de la vingtaine, Bundy avait découvert qu'il était un enfant illégitime. Il aspirait à une vie plus luxueuse que celle que son père lui offrait et voulait s'impliquer dans la politique régionale. Mais ce qui déclencha probablement sa rage fut le rejet d'une étudiante de la haute société. Moins d'un an plus tard, il commençait sa tuerie. Toutes ses victimes ressemblaient à celles qui l'avaient rejetées. L'agent Hagmaier passa beaucoup de temps avec Bundy et ce dernier alla même jusqu'à l'appeler son ami. Il lui racontait son expérience de tueur. Bundy me disait, quand on est seul avec une victime qui est pleine de vie, vibrante, et qu'elle plaide pour sa vie, on devient un dieu. On a pouvoir de vie ou de mort. Et quand on les tue, on entend le dernier son qu'elles émettent et on peut en quelque sorte goûter le dernier souffle de cette personne. Il ajoutait, il y a un incroyable sentiment de puissance et c'est ce qui nous nourrit après un certain temps. It was like coming out of some kind of horrible trance or dream. I can only liken it to after, I don't want to over-dramatize it, but to have been possessed by something so awful and so alien, and then the next morning wake up from it, remember what happened and realize that basically, in the eyes of the law, certainly in the eyes of God, you're responsible. Bundy fut accusé du meurtre de 3 femmes et confessa en avoir tué au moins une trentaine d'autres. La police ne saura jamais s'il s'agissait de vantardise ou si c'était la vérité. Il reçut sa punition finale le 24 janvier 1989 en Floride, exécuté par électrocution. Le 29 juin 1991, 2 amateurs de canoë passèrent un après-midi de détente sur le lac Gibson du côté canadien des chutes Niagara. Le niveau de l'eau était très bas et des blocs de béton recouverts d'une peinture noire se trouvaient sur la grève. Un des hommes trébucha sur un bloc qui se brisa en 2. Il fut horrifié de découvrir qu'à l'intérieur se trouvaient des membres humains. Les policiers retrouvèrent des parties du corps dans chacun des 8 blocs. 15 jours plus tard, les radiographies des dents permirent d'identifier la victime. Il s'agissait d'une adolescente appelée Leslie Mahaffey, disparue 2 semaines auparavant dans la ville avoisinante de Burlington. Ils découvrirent qu'elle avait également été abusée sexuellement avant d'être tuée. Il s'agissait d'un crime très violent pour cette petite localité paisible. Vince Bevan de la police régionale de Niagara fut chargé de mener cette enquête. Nous avons connu l'identité de la victime environ 1 mois plus tard et nous avons ensuite cherché qui elle fréquentait et quelles étaient les circonstances de sa disparition à Burlington afin de trouver un quelconque lien qui expliquerait comment elle avait été tuée et s'était retrouvée dans des blocs de béton sur le bord du lac Gibson. Mais ils ne trouvèrent ni témoins ni indices sur l'identité du meurtrier. Le chercheur légiste Mike Kershaw commença par examiner minutieusement les blocs de béton à la recherche d'une piste quelconque.
J'ai examiné environ 300 kilos de béton. Cet examen, qui se fait à l'aide d'une source lumineuse alternative, m'a pris environ 120 heures. Nous espérions notamment trouver des objets ayant appartenu à Leslie Mahaffey, comme des bijoux. Nous cherchions également des scies ou des lames de scie. Tout ce que j'ai trouvé, ce sont des cheveux et des fibres qui ne semblaient pas appartenir à Leslie Mahaffey. Des analyses révélèrent que le béton était d'une marque courante. Il était donc impossible de retracer sa source. La peinture était une peinture noire en aérosol. Le seul indice provenait des cheveux de la victime, plusieurs mèches de cheveux clairs. Rien ne permettait de les comparer. Cet examen n'apportait pas grand-chose. Une nouvelle jeune fille du nom de Christine French fut à son tour portée disparue, ce qui poussa les enquêteurs à redoubler d'ardeur dans la recherche du tueur de Niagara. Elle avait quitté l'école le 16 avril et avait été vue pour la dernière fois marchant devant une église. Elle n'était jamais arrivée chez elle. 2 semaines après sa disparition, un recycleur de ferraille découvrit son corps. Elle avait été abusée sexuellement, puis tuée à peu près de la même façon que Mahaffey. Vince Bevan était convaincu qu'il s'agissait de l'œuvre d'un tueur en série et sa témérité grandissante était alarmante. Christine French avait été enlevée à 3 heures de l'après-midi dans une aire de stationnement près d'une rue passante. For somebody to abduct her from that particular area. Un enlèvement dans ce genre d'endroit est inhabituel parce que le niveau de risque est très élevé. N'importe quoi pouvait interférer avec ses plans. Ce n'était pas un geste désespéré, mais tout de même très dangereux pour ce genre de criminel. It's not a desperate act by any means, but it is certainly an above normal level of risk for an offender of this type. L'enquête connut sa première percée 125 km plus loin, dans la ville de Scarborough. Pendant 2 ans, la police avait tenté sans succès d'arrêter un violeur. Suite à une information en 1990, ils visitèrent Paul Bernardo, un comptable qui ressemblait à la description faite par certaines victimes. Mais ce suspect semblait bien inoffensif. Quand on essaie d'imaginer le type d'homme qui commettrait ce genre de crime, on s'attend toujours à ce qu'il soit marqué d'un signe particulier, comme le bossu qui traîne sa jambe derrière lui. Les enquêteurs prélevèrent tout de même des échantillons de sang et de salive de Paul Bernardo pour procéder à l'analyse de son ADN. Il faisait partie des 1500 suspects potentiels. À cette époque, le procédé d'analyse de l'ADN était beaucoup plus long qu'aujourd'hui. Le laboratoire mit 2 ans pour compléter l'analyse des échantillons d'ADN. En 1991, Bernardo avait quitté Scarborough pour s'installer à Niagara. Les viols avaient cessé à Scarborough et on constatait une recrudescence de meurtres à Niagara. En février 1993, le résultat des analyses d'ADN confirma enfin que Bernardo était bien le violeur de Scarborough. Les autorités le notifièrent alors à la police de Niagara. Nous aurions pu établir le lien entre ces crimes plus rapidement, mais ça ne pouvait être fait avant que l'analyse de l'ADN ne confirme la culpabilité de Bernardo. Bernardo fut arrêté pour les viols de Scarborough et les meurtres de Niagara. Il nia les accusations de meurtre et la police ne put malheureusement pas les prouver. Si Bevan voulait poursuivre, il devait trouver autre chose. Il obtint un mandat pour fouiller la maison de Bernardo. Une équipe passa 10 semaines à la recherche de cheveux, de sang et d'empreintes digitales, n'importe quoi qui confirmerait la présence des victimes. Nous avons travaillé à 4 pattes avec un microscope et avons scruté les tapis jusqu'à ce que nous trouvions quelques cheveux. Nous avons finalement découvert des mèches de cheveux qui appartenaient à Christine French. En plus des cheveux, les policiers découvrirent des traces de l'ADN de French et de Mahaffey. Les autopsies révélaient que les 2 victimes avaient été droguées.
Les enquêteurs découvrirent dans un tiroir un tranquillisant que la femme de Bernardo, Karla Homolka, avait obtenu de la clinique vétérinaire où elle travaillait. La police fit l'inventaire du sous-sol de Bernardo grâce à un enregistrement vidéo qu'il avait fait pour ses assurances. Les éléments s'assemblaient peu à peu. Le premier élément était une scie circulaire qui correspondait à celle utilisée pour démembrer la première victime. Un autre renseignement sur l'enregistrement était tout aussi incriminant. Lors de l'inventaire, la caméra faisait un panoramique du sous-sol et montrait les outils que Bernardo possédait. Elle est passée devant une armoire où, sur la tablette du haut, se trouvaient 2 canettes de pâture en aérosol. Une avait un couvercle gris et l'autre un couvercle noir. Pourtant, quand nous étions venus effectuer la fouille avec le mandat, nous n'avions jamais trouvé de canettes de peinture noire. En plus des images vidéo, les enquêteurs avaient remarqué des marques sur l'escalier qui menait au sous-sol. Un examen microscopique révéla des traces de peinture noire. Les experts légistes fabriquèrent de nouveaux blocs de béton identiques à ceux qui contenaient le corps de Mahaffy. Ils leur appliquèrent de la peinture noire et les jetèrent au bas d'escalier du même type. Les marques créées lors de la chute étaient similaires à celles des escaliers de Bernardo. Les indices étaient de plus en plus incriminants, mais rien encore n'était vraiment tangible. L'enquête eut un coup de pouce grâce au secours d'un témoin inattendu. Au mois de janvier 1993, l'épouse de Paul Bernardo, Karla Homolka, l'avait quitté. Elle déclara à la police que Bernardo l'avait attachée et forcée à revivre les derniers moments de ses victimes. Craignant de subir le même sort qu'elle, elle était partie. Au mois de février, elle avait finalement décidé de collaborer avec la police et confessa qu'elle avait elle-même joué un rôle dans les horribles crimes de Paul Bernardo, crimes qu'il avait enregistrés sur vidéocassette. Karla Homolka avait rencontré Paul Bernardo en 1987, alors qu'elle était encore adolescente. Bernardo était un bel homme avec une bonne situation. Il était son aîné de 6 ans. Mais sous des dehors agréables, Bernardo était obsédé par son besoin de dominer les femmes. Roy Hazelwood, un ancien agent du FBI et un expert en crimes sexuels, a passé 6 ans à étudier le lien étrange qui unit les tueurs en série aux femmes qui en deviennent amoureuses. Les procureurs canadiens lui avaient demandé son expertise pour évaluer le cas de Karla. Hazelwood croit que Bernardo, comme beaucoup de tueurs en série, perçoit les femmes comme des êtres inférieurs qui ne méritent aucun respect. C'est ce qui explique pourquoi ils choisissent des jeunes femmes de la classe moyenne plutôt que des prostituées, des alcooliques ou des drogués. Ils veulent détruire l'image de gentillesse et de pureté attribuée à ce type de femmes. Les parents de Karla avaient encouragé son idylle avec ce beau jeune homme distingué qu'était Bernardo. En 1990, elle était déjà sous son emprise. La veille de Noël de cette année-là, elle l'avait aidé à droguer sa propre sœur Tammy afin qu'il puisse la violer. Mais la dose était si forte qu'elle en était morte. Ils avaient raconté qu'elle avait bu trop d'alcool. Personne n'avait alors douté de leurs explications. Il n'y a aucun doute que Bernardo l'a manipulée. Elle était une jolie et intelligente jeune femme. Ce qui est un mystère pour moi, c'est qu'elle se soit mêlée à ce premier incident. Il est cependant clair qu'après le décès de sa sœur, elle était déjà piégée. Elle avait elle-même installé son propre piège et Bernardo profitait de la situation. La nuit du 14 juin 1991, 6 mois après la mort de Tammy, Bernardo partit rôder à la recherche de jeunes filles. Selon le récit de Karla, il vit Leslie Mahaffy à 2 heures du matin enfermée à l'extérieur de sa maison. Il lui offrit de l'aide, puis l'attira dans sa voiture en lui offrant une cigarette. Karla déclara à la police que Bernardo l'avait forcé à filmer le viol de Mahaffy. 2 semaines plus tard, Paul et Karla s'épousaient.
le jour même de la découverte du corps de Mahaffey dans les blocs de béton. Bernardo avait resserré son étau autour de Carla et l'entraînait de plus en plus profondément avec lui. Parce qu'elle était amoureuse de lui, qu'elle cherchait son approbation et voulait lui plaire, elle a accepté de participer à ses fantaisies. Et c'est devenu de plus en plus bizarre. Au mois d'avril 1992, Carla aida son mari à enlever Christine French. Elle prétexta qu'il s'était égaré et lui demanda de lui indiquer l'endroit où il se trouvait sur une carte géographique. Bernardo se glissa derrière la jeune fille et la poussa à l'intérieur de la voiture. Selon ses déclarations, Carla Homolka avait à nouveau filmé la scène et participé à l'assaut de Bernardo. Mais où étaient donc les vidéocassettes? Malgré 10 semaines de recherche intensive dans la maison de Bernardo, la police avait été incapable de mettre la main dessus. Les enquêteurs apprirent plus tard que Bernardo avait demandé à son avocat de les faire disparaître. Les cassettes furent finalement versées au dossier et corroboraient chaque détail de la déclaration de Carla. Bernardo se servait des enregistrements pour revivre à loisir les crimes qu'il avait commis. Les cassettes et le témoignage de Carla Homolka suffirent amplement à faire emprisonner Paul Bernardo. Il fut condamné à la prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Quant à Carla Homolka, elle ne fut condamnée qu'à 12 ans de prison. À cause de sa collaboration avec la justice, on avait prédéterminé cette sentence avant le visionnement des cassettes. Les enregistrements montraient clairement la participation de Carla dans la torture et l'abus des victimes. Était-elle une simple victime ou une complice avisée qui avait obtenu une entente avantageuse avec la justice? Est-elle une victime? Pas dans le sens qu'elle n'est pas responsable de ses actes. Elle est responsable de ce qu'elle a fait et doit être punie pour l'enlèvement et le meurtre de 3 personnes. Dans ce sens, elle n'est pas une victime. Mais est-elle une victime dans le sens qu'elle était dominée par son mari et qu'il aurait abusé d'elle? Dans ce sens, oui, elle est une victime. Lentement et péniblement, les experts découvrent les comportements des tueurs en série. Mais ces mêmes règles s'appliqueraient-elles à une femme? En décembre 1989, des policiers découvrirent une voiture abandonnée sur l'accotement d'une autoroute de Floride, près de Daytona Beach. La voiture appartenait à un homme de Tampa du nom de Richard Mallory, 51 ans, disparu depuis plusieurs jours. Quelques 10 jours plus tard, on découvrit le corps de Mallory nu et criblé de balles de calibre 22 à 3 km de sa voiture. Les policiers interdirent l'accès du secteur afin d'y trouver des indices. C'est Larry Orzepa de la police du comté de Volusia qui était chargé de mener l'enquête. Au début, nous ne savions pas trop ce que nous avions entre les mains. Alors, comme pour toutes nos enquêtes, nous avons littéralement recueilli tout ce qui pouvait être lié au crime. Mais les enquêteurs ne trouvèrent rien de déterminant. Le manque d'indices bloquait la progression de l'enquête. Pendant que les policiers de Volusia tentaient d'élucider ce cas, les policiers des localités avoisinantes étaient confrontés à des meurtres similaires. Pris par leur travail, ils n'étaient pas au courant des préoccupations des autres postes de la région. Nous ignorions tout des autres meurtres qui s'étaient produits pendant l'année. Nous étions concentrés uniquement sur notre cas. Mais plus le nombre de victimes augmentait, plus la police put observer une similitude entre les meurtres qui s'étaient produits partout dans l'État de la Floride. Finalement, les différents départements de police décidèrent d'unir leurs ressources.
Nous avons relevé des ressemblances, comme le fait que tous les hommes avaient plus de 45 ans, qu'ils voyageaient seuls sur des autoroutes importantes. Les corps avaient tous été laissés près d'une autoroute et leurs voitures étaient toujours à un autre endroit. Le tueur était méthodique et constant. On avait tiré dans le torse de toutes les victimes, sauf une avec un pistolet de calibre 22, une arme à feu relativement petite. Et dans chacun des cas, le siège du conducteur avait été avancé à la position la plus rapprochée du volant. Ces indices suggéraient que le tueur était petit, assez même pour être une femme. Si cette supposition était vraie, il s'agissait d'un cas unique. Jamais on n'avait vu de femme tueur en série. Mais ça ne demeurait qu'une supposition, puisque le tueur avait été prévoyant et avait effacé toute trace d'empreinte digitale. Le 4 juillet 1990, une femme appela la police et déclara qu'elle avait vu une voiture foncer dans une clôture, puis faire demi-tour et prendre la fuite. 2 femmes se trouvaient à bord, une grande blonde et une petite brune. Quelques kilomètres plus loin, on retrouva une voiture correspondant à la description de la dame. D'autres témoins firent la description des 2 femmes. La vérification des plaques d'immatriculation révéla que la voiture appartenait à un certain Peter Sims, un missionnaire itinérant de 65 ans, disparu depuis un mois. Croyant qu'il y avait peut-être un lien entre ce cas et les autres meurtres, les enquêteurs envoyèrent la voiture à Merv Stevens, du département des forces judiciaires de Floride. Le véhicule avait été nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur. L'analyste a retiré l'accoudoir et découvert juste en dessous l'empreinte d'une main ensanglantée. C'était le seul indice dont il disposait. Mais une empreinte de sang est extrêmement fragile. Les spécialistes n'avaient qu'une seule chance pour l'analyser et ainsi retracer le tueur. Aucune erreur n'était permise. Ils ont prélevé l'empreinte en tout dernier lieu. Une fois qu'ils ont découvert ce qu'ils croyaient être une empreinte de sang de couleur brun-rouge, ils l'ont photographiée en utilisant différentes techniques d'éclairage. Mais une empreinte de sang a tendance à sécher. Une fois qu'elle est sèche, elle devient fragile. Le simple fait de la déplacer ou de la manipuler peut la faire s'effriter complètement. Après l'avoir photographiée, on appliqua avec précaution du ruban adhésif transparent par-dessus. Le moindre pli risquait de compromettre l'opération. Avec le plus grand soin, le ruban fut alors soulevé. Une fois cette opération terminée, on fixa l'empreinte sur un carton blanc. Les analystes avaient réussi leur délicate opération. Ils examinèrent l'empreinte de la main et la comparèrent à celle de criminels connus dans l'État de Floride. Stevens découvrit qu'elle correspondait à l'empreinte d'une certaine Laurie Grody, déjà accusée de possession d'armes. Grody était également connue sous le nom de Cammy Green et Eileen Warnes. La plupart des voitures des victimes ayant été cambriolées, les policiers enquêtèrent également auprès des prêteurs sur gage. Ils espéraient ainsi trouver d'autres indices. Chez un de ces prêteurs, ils trouvèrent un billet au nom de Cammy Green qui y avait laissé une caméra de marque peu commune et un détecteur radar. Ces objets étaient précisément manquants dans la voiture de Richard Mallory. Comme les prêteurs sur gage de Floride sont tenus par l'État de prendre les empreintes digitales de leurs clients, ils purent ainsi comparer les empreintes de Cammy Green à celles prélevées dans la voiture. Les empreintes correspondaient. On venait de lier l'empreinte de sang et les objets volés au mystérieux tueur. Les enquêteurs retrouvèrent la trace d'Eileen Warnes à Daytona Beach, où elle était sympathisante d'un groupe de motards. Elle fréquentait un bar appelé The Last Resort et dormait souvent sur une banquette derrière le comptoir.
Des agents doubles l'avaient à l'œil en attendant de disposer de suffisamment d'éléments pour procéder à son arrestation. Mais l'annonce d'une fête de motards de tout l'État, prévue pour le week-end suivant, obligea les enquêteurs à agir plus rapidement, car ils craignaient de perdre sa trace. Le 9 janvier 1991, les policiers procédèrent à son arrestation. Dans ses effets personnels, on trouva la clé d'une consigne qui s'avéra contenir les effets volés des victimes. L'étau se resserrait autour de Wuornos. Les enquêteurs firent des pressions auprès de ses amis pour obtenir de l'information. Elle passa aux aveux afin de les tenir en dehors de cette histoire. Elle fut accusée du meurtre de 6 hommes devant les tribunaux de Floride et reconnue comme une des premières femmes tueurs en série. En décembre 1989, Aileen Wuornos avait choisi de faire de l'autostop avec des hommes d'âge mûr, de les piéger en leur offrant son corps contre rémunération pour ensuite les tuer dans un endroit isolé. Mais pourquoi? Wuornos déclara qu'il s'agissait d'autodéfense, mais Larry Ozepa avoue ne pas y croire. Je crois qu'elle se prostituait et qu'un jour, elle a tenté l'expérience d'apporter une arme avec elle. C'était avec Mallory. Une fois qu'elle a tué ce premier homme, elle a trouvé cela facile et s'est dit « Pourquoi ne pas recommencer ?» Anne Rule a étudié des cas de femmes meurtrières. Elle ne croit pas que le vol était le principal motif d'Aileen Wuornos. Elle croit plutôt qu'elle s'est sentie abusée par les hommes et que les tuer était en quelque sorte une vengeance. Sa haine était semblable à celle des tueurs en série. De toutes les femmes que j'ai étudiées, elle est la seule qui avait une constance dans le type de victime qu'elle choisissait. Une manière de procéder qui passe d'un étranger à un autre, comme tous les tueurs en série. Après chaque meurtre, les tueurs en série perdent un peu plus de leur conscience, ce qui rend leur prochain crime encore plus facile à commettre. La seule façon de mettre fin au meurtre en série est d'encourager la collaboration entre les différentes forces policières afin qu'elles puissent comparer leurs cas et ainsi en constater les similitudes. C'est d'ailleurs grâce à cette coopération que plusieurs tueurs en série ont pu être arrêtés ces dernières années.